Après le nul miraculeux contre Naples mercredi au terme d'une prestation indigente, on attendait avec impatience la réaction du PSG face à l'OM au Vélodrome. Vainqueurs, les Rouges et Bleus confirment que la Ligue des Champions n'est pas la Ligue 1, qu'ils continuent d'écraser toujours plus cette saison. Ils confirment aussi que le Classico, même s'il continue d'être un événement pour les supporters des deux camps, n'a plus de réelle valeur sportive, puisqu'ils poursuivent la série en cours face aux Olympiens de maintenant 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, 15 victoires et 3 nuls. Il s'agit aussi du 11e succès en championnat en autant de rencontres, ce qui leur permet d'égaler la meilleure série jamais réalisée dans une entame de saison au sein des 5 grands championnats, qui était l'œuvre de Tottenham, 11 victoires en 11 matchs en 60-61. Au terme de cette journée, le PSG est plus que jamais en tête avec 8 points d'avance sur Lille, son prochain adversaire vendredi, 11 sur Montpellier, 13 sur Lyon et maintenant 14 sur Marseille. Ceci dit, le résultat d'hier soir ne dit pas tout de ce match qui a été plutôt disputé et riche en surprises, à commencer par les compositions de départ des deux coachs, celle du PSG ayant une explication extra-sportive qu'on a compris après coup. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, c'est le 44e podcast du Club Paname, avec Olivier en animateur remplaçant de notre cher Jimmy noyé dans les cartons de son déménagement, et notre équipe du jour, les inséparables Basto et Drayas, envoyés spéciaux du Club Paname au bar de supporters Le Perroquet, normal vous me direz pour des inséparables, où ils regardent les matchs avant de préparer nos podcasts en profitant de l'expertise du sympathique propriétaire Patrick. Bonsoir Basto, comment ça va? Plus rassuré après le match raté face à Naples? Bonsoir Olivier, bonsoir Drayas, plus rassuré, pas vraiment, on pourra développer plus tard. Bonsoir Drayas, alors satisfait de ce nouveau succès en terre olympienne? Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Bah oui, en soi, ça reste toujours un plaisir de battre Marseille, qui plus est à Marseille, mais il y a effectivement des choses à redire sur ce match. Vous êtes là pour ça, on va donc commencer avec le sommaire d'aujourd'hui. D'abord, l'analyse sous toutes ses coutures de ce surprenant classico à bien des aspects, suivi de notre rubrique gros plan avec deux focus. Le premier qui s'intéressera au virage tactique amorcé face à Naples, avec la confirmation du passage du 4-2-3-1 au 3-4-3. Pour vous, vous nous direz si ça vous semble durable ou simplement circonstanciel. Le deuxième gros plan qui s'attardera sur le coup de gueule du gentil Thomas Tuchel, n'hésitant pas pour ce rendez-vous pourtant très important à se priver de Rabiot et surtout de Mbappé pour des raisons disciplinaires. Enfin, nous nous pencherons pour conclure sur le match de vendredi contre le deuxième Lille, notamment dans la perspective du déplacement à Naples mardi prochain. Mais on va commencer sans plus tarder par l'analyse de ce classico hier au Vélodrome. Victoire disputée des Rouges et Bleus 2-0 avec début de Mbappé 65e et Draxler 95e. Et d'abord messieurs, on va comme d'habitude, vous allez me dire ce que vous avez aimé dans ce match. Drayas, tu veux bien commencer? J'ai aimé la compo quand on l'a appris. Mais effectivement, on va en discuter après. J'ai aimé la prestation du Titi, à savoir Ensoki, qui a été tout bonnement excellent. Comme je disais en intro, c'est toujours appréciable de battre Marseille à Marseille. Et donc, faut apprécier ça. Force est de constater aussi qu'on concède peu d'occasions. Ça s'explique partiellement par la faiblesse de nos adversaires, mais quand c'est récurrent, on peut peut-être reconnaître qu'on a quelques qualités pour le faire. Mais il y a malgré tout beaucoup de choses à redire et j'en parlerai plus tard. Basto, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Au-delà de la victoire, la structure défensive, là je vais parler uniquement du jeu sans ballon, c'est peut-être la première fois qu'on arrive à subir en étant aussi peu en danger sans Silva. Ça a commencé par les 3 décès qui ont plutôt bien tenu la baraque, Enzoki qui a bien maîtrisé Thauvin, Marquinhos qui a été impérial dans sa zone et Kerrer qui a été un peu plus en difficulté en début de match mais qui globalement a su quand même maîtriser ses adversaires. Il y a eu Verratti qui défensivement a bien protégé aussi cet axe. On a pu voir un Meunier excellent quand il est couvert par un décès derrière lui, qui a défendu hier avec grande intelligence. Bernat, même s'il a encore des difficultés, il a quand même gagné des duels en avançant. On a des relayeurs, Di Maria, Draxler, qui ont fait le travail du repli. Draxler qui est même auteur de plusieurs très bons retours, dont celui qui emmène le premier but. On a eu un Neymar très concentré sur ce travail défensif. On l'a vu revenir aider, parfois même très bas, sur l'aile gauche quand Bernat prenait son couloir. Donc voilà, on a vu un PSG qui a su subir sans être vraiment en danger tout au long du match. Et j'ai aussi aimé les choix de Tourelle, mais comme l'a dit Dreyas, on va en parler un peu plus tard. J'ai déjà une première réaction à proposer, Olivier. Vas-y. Je ne partage pas du tout l'avis que Basto vient d'exprimer sur les relayeurs, à savoir Di Maria ou Draxler.
J'ai trouvé justement le rapport défensif trop faible. Je partage complètement ton analyse sur notre solidité défensive, mais je les mettrai pas en avant justement par rapport à ce match sur ce chapitre-là. Basto, tu veux répondre à ça? Je répondrai plus tard. Très bien. Bon, alors donc ça, c'est des choses que vous avez aimées, mais qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Apparemment, il y a pas mal de choses aussi qui vous ont déçu dans ce match. Basto, tu commences? Oui, bah alors si j'ai aimé la structure défensive, par contre j'ai pas aimé la structure offensive. Mis à part Enzoki, on a vu des défenseurs centraux qui étaient très peu participatifs et très neutres avec ballon. On a vu une ligne de 3 en centrale justement qui était alignée sur la même ligne au lieu d'être ce qu'on appelle en diagonale, c'est-à-dire que normalement pour être fonctionnel on a un des excentrés qui est bas, on a un libéro qui est au milieu et l'autre excentré qui est en position avancée pour justement former une diagonale sur le terrain. Ce qui permet de remonter la balle via le libéro et de pouvoir continuer l'action avec justement l'excentré qui est en position haute pour continuer à faire avancer la balle. On a aussi vu un Verratti qui était beaucoup trop bas, il était toujours derrière la première ligne de pression adverse, quasiment très proche de CDC. Du coup, la balle avançait encore moins vite et on a dû voir Draxler Di Maria redescendre bas. On a surtout vu Neymar quasiment souvent en position de 8, on l'a même parfois vu en position de 6 pour aller toucher le cuir. Et du coup, ça a créé des gros problèmes dans les half space où on était en sous-nombre et donc dans l'incapacité de combiner dans ces zones. Et un autre problème, on pouvait même pas contrecarrer ces défauts en apportant de la profondeur puisqu'on a eu Choupo-Moting qui était très peu mobile et qui proposait aucune solution dans ce domaine. Drayas? Bah, il y a pas mal de choses que je partage, mais on va revenir justement sur ce point-là. En effet, j'ai vu Neymar redescendre, et d'ailleurs, je suis peut-être moins dur sur le chapitre défensif Neymar que sur Draxler ou surtout Di Maria d'ailleurs, mais on les voyait redescendre plus pour toucher le ballon que pour participer à un effort défensif. On avait un Marco Verratti, comme tu le disais, qui était trop bas. Était-ce de sa faute ou pas? Parce que, à quel moment est-ce qu'il pouvait s'exprimer? À quel moment est-ce qu'il était soutenu par le bloc pour pouvoir justement faire le travail de la pointe basse du milieu à 3 que tu étais en train de mettre en avant? Je suis pas sûr qu'il y ait un moment où il ait vraiment pu le faire. Et après, pour tout le reste, sinon, je partage complètement ce qu'a dit Basto, à savoir une charnière que j'ai trouvée balle au pied, mis à part Enzoki, particulièrement dégueulasse. Un Kehrer qui, pour moi, depuis sa première prestation qui était catastrophique, faut le dire, a peut-être fait sa moins bonne rentrée hier soir. Et puis après, oui, pour la participation offensive, faut souligner, on a quand même vu Neymar rater des passes à 3 mètres en première mi-temps, c'était très surprenant. Pour Choupo-Moting, c'était plus une déception, mais au fond, on s'y attendait tous. Mais voir un Neymar au niveau auquel il était en première mi-temps, heureusement, il a su rehausser son niveau en deuxième mi-temps. Et notamment une fois que Kylian Mbappé est rentré, mais en première mi-temps, ils ont tous offert un visage assez affligeant, ballon-pied. Mais il y a un point, on joue plus du tout en bloc, et ça commence à se répéter match après match, et j'ai l'impression qu'on est un peu en train de s'enliser dans cette logique-là, qu'on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Et on n'arrive pas à proposer justement un bloc qui sait avancer, qui sait suivre un petit peu le ballon en se distendant. On a une ligne défensive qui reste basse, une ligne du milieu qui a du mal à se démarquer, des offensifs qui redescendent trop bas. On se retrouve avec souvent 3 offensifs au milieu de 6 Marseillais, et personne qui vient apporter le soutien de derrière. Et ça commence à se répéter match après match, et il n'y a aucun progrès qui se fait. Et puis on peut même voir un peu une petite régression par rapport à quelques sorties qu'on avait vues en début de saison. Mais vous ne pensez pas quand même que le fait déjà des absences qu'avait Tourelle dans ce match, avec la blessure de Thiago Silva, celle très peu de temps, 48 heures avant le match de Cavani, la suspension de Kimpembe, associée à quelques heures avant le début de la rencontre à la décision brutale de mettre sur le banc Mbappé et Rabiot, peut expliquer cette désorganisation. Les choses avaient dû être préparées avec une certaine compo d'équipe, et manifestement elles ne pouvaient pas être corrigées aussi rapidement avant le match, et ça a aggravé les problèmes certes structurels que l'on voit depuis le début de la saison, mais qui là ont été majorés par ce coup de théâtre qui n'était probablement pas prévu. Et on a vu d'ailleurs qu'en deuxième mi-temps les choses se sont un peu améliorées.
l'entrée de Kylian Mbappé qui était probablement prévue à la place de Choupo-Moting dans l'axe, donnant cette profondeur qui manquait à l'équipe au début de l'exercice. Vous pensez pas que c'est une circonstance atténuante, Basto? Sur la profondeur avec Mbappé, bien sûr que oui. C'est-à-dire que même quand on est en sous-nombre, on peut trouver en 2 ou 3 passes ce décalage. On l'a vu notamment sur le second but. Maintenant, ce problème de structure, d'équipe coupée en deux, de lignes éloignées, on l'a à tous les gros matchs depuis 6 ans. Donc, est-ce que les absences accentuent ce phénomène? Je suis pas sûr. Après, on saura jamais, mais je suis pas convaincu par cela. Moi, j'allais à peu de choses près dire. Oui, excuse-moi. J'allais dire à peu de choses près la même chose. Il n'y aurait eu que ce match où on aurait constaté les problèmes de bloc, mais si on regarde, on parle là Basto parlait d'adversaires UP, ou je ne sais pas quel mot tu as choisi pour qualifier des oppositions qui sont censées être plus difficiles, mais même sur les oppositions qui sont censées ne pas être plus difficiles, récemment on a pu constater que si on s'en sortait par des talents individuels assez nombreux et même indéniables, parce qu'on a beaucoup de talents individuels, la notion de bloc n'était pas non plus très très présente. Donc les circonstances atténuantes, sans doute elles existent, mais comme ça se produit de toute façon depuis avant, ça n'est qu'au fond la continuité. Et si je voulais réagir à un point que tu avais mis en avant, Olivier, à savoir que l'entrée de Kylian a fait du bien, ça fait aucun doute. Mais il y a aussi le pressing marseillais qui a été très très fort pendant les 40 premières minutes à peu près, enfin même vers la 35e, 25, ouais, ils ont continué un petit peu et puis jusqu'à complètement arrêter. Et en deuxième mi-temps, ils avaient beaucoup plus de mal à le faire, et donc inévitablement, on avait plus de facilité à relancer. C'est vrai que Kylian a apporté une profondeur qui nous faisait cruellement défaut avec Choupo-Moting, mais il y a vraiment la fatigue marseillaise qui rentre en ligne de compte dans l'analyse de cette deuxième mi-temps. Oui, là, à propos de Marseille, on a été surpris par la composition du PSG de départ, on peut également être surpris de la composition de l'OM qui, pour un match à domicile devant une équipe du PSG qui était partiellement diminuée, avait décidé de se passer de ses deux attaquants de pointe qui étaient Germain et Mitroglou, et ce qui a fait que même s'ils ont en première mi-temps exercé un pressing efficace, ils ont été incapables de convertir ce pressing et ces récupérations en attaque dangereuse, et Areola a été pratiquement sans tir à arrêter pendant cette première mi-temps. Comment peut-on expliquer cette frilosité de Garcia qui nous avait déjà habitués à ce genre de comportement face au PSG? Darius, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'ai pensé, je comprends l'intention, et l'intention c'était de mettre un surnombre au milieu par rapport à notre sous-nombre du milieu, et j'ai trouvé ça plutôt cohérent dans l'idée, mais dans la réalisation ça a été, comme tu l'as mis en avant très très bien, ça a été complètement raté, parce que ils ont, enfin, en tout cas face à notre défense, et Basto avait raison de le souligner tout à l'heure, on a une vraie qualité défensive sur ce match. Face à notre défense, ils n'ont rien pu faire. Donc ils avaient beau avoir la balle, ils avaient beau être capables de se projeter dans les 30 derniers mètres, c'est pas pour autant qu'ils ont eu la moindre frappe. Donc à l'arrivée, c'est un échec. Je comprends l'intention, ceci dit. Basto? Moi j'ai une toute autre théorie. En fait, l'année dernière, au départ, Garcia jouait en 4-3-3. Il avait installé le 4-2-3-1 pour mettre Payet axial et en homme libre. Et ça avait marché comme ça. Maintenant, il a un trio, à savoir Gustavo, Strootman, Sanson, qui est peut-être l'axe fort et qui paraît très complémentaire et qu'il doit installer. Du coup, il est obligé de repasser en 4-3-3. Passer en 4-3-3 tout en laissant Payet libre et dans l'axe. Pourquoi? Pour moi, il a mis Payet faux neuf. C'est ma théorie. On verra par la suite si c'était un plan PSG ou s'il continuera. Maintenant, se priver d'un joueur d'impact aérien comme Mitroglou face à ces trois défenseurs-là qui sont très solides dans le duel aérien, c'est vrai que c'était un pari risqué et qui n'a pas réussi pour Garcia. Mais si je peux me permettre de rebondir, vas-y, en soi, je comprends cette analyse. Et puis moi aussi, quand tu vois les joueurs, à savoir que Gustavo, Strootman et Sanson, tu as envie de mettre les trois sur le terrain, ça fait complètement sens. Mais tu n'es pas du tout obligé de mettre Payet. C'est pas parce que tu vas mettre Payet sur le terrain, même sur une aile, qu'il perdra sa liberté. Il peut garder cette liberté et tu peux t'appuyer aussi sur un autre attaquant et avoir une autre animation derrière. Le problème, c'est que quand il jouait en 4-3-3 au départ avec justement Payet qui était ailier, Payet n'était pas bon. Et quand il avait replacé axial et vraiment libre, Payet du coup avait été très bon, et c'est là que Marseille avait trouvé son topo. Donc j'ai l'impression que Garcia
veut garder cette espèce de paillette dans l'axe. Entendu. A contrario, face à cette organisation marseillaise qui ne proposait aucune pointe, on pouvait aussi être surpris que Tourelle installe une défense à 3 plus une sentinelle assez basse, alors qu'il y avait relativement peu de danger et que pour pouvoir contrer le surplus de Marseillais au milieu de terrain, il aurait peut-être été plus judicieux de faire jouer le bloc plus haut et de resserrer les lignes au lieu d'avoir ce grand espace et nos éléments offensifs et du milieu un peu noyés dans l'embouteillage du milieu marseillais. Est-ce que vous avez compris cette option de Tourelle? Moi, je pense juste que là c'est par rapport aux circonstances d'avant-match hein, et à la compo qu'il a dû faire qui n'était pas forcément prévue. Ok, Drayas, ouais, mais une autre explication? Ouais, après je sais pas si j'ai une explication sur la chose, mais il y a quand même des choses à dire sur la manière avec laquelle les choses se sont déroulées, à savoir que tu as un joueur qui est comme Marco Verratti qui en ce moment, enfin en dépit qu'il soit à chaque fois vendu comme excellent, moi j'ai du mal à le trouver excellent en ce moment, mais qui est un joueur qui a une vraie capacité de relance. Beaucoup de gens étaient en train de d'appeler pour le voir en registre là, et quand tu le mets dans cette situation-là, avec entouré de ces deux joueurs-là, t'offres pas forcément une cohérence et tu peux te demander de la pertinence de placer ce milieu à 3 plutôt que d'avoir justement un milieu à 2 avec deux milieux qui seraient plus derrière pour justement offrir un petit peu plus de liberté à Marco Verratti parce que là il s'est retrouvé complètement cadenassé derrière. Très bien, on va passer maintenant à vos tops, nos 3 tops traditionnels. Drayas, tu commences? Moi je vais d'abord mettre Ensoki, peut-être que c'est à mes yeux le seul top du match. Après il y a peut-être des joueurs à sauver, un en particulier que je vais essayer de sauver, mais le vrai top pour moi ça a été Ensoki qui a été je trouve déjà impérial défensivement, impérial sur son aile. Ensuite de ça sur les 3 décès c'est assez étrangement, c'est le seul qui a pris un petit peu de risque à la relance, qui a essayé de proposer quelque chose. Donc clairement, lui, il a été un top. Il y a des joueurs qui ont été top, qui étaient flop comme Neymar, mais qui se sont rattrapés par la suite. Et sinon, il y a un joueur que j'ai envie d'essayer de sauver, c'est Draxler, parce que oui, il en fait pas assez, comme assez souvent. Draxler en fait jamais assez, mais même s'il en fait pas assez, à chaque fois qu'il il le fait bien. À chaque fois qu'il reçoit la balle, il permet d'accélérer le jeu. Il va avoir des récupérations, il n'est pas assez présent en termes défensifs dans le sens guerrier du terme, dans la manière de se poser sur le terrain, mais il va avoir pas mal de récupérations, mine de rien, en avançant, il va se placer intelligemment par rapport aux passes adverses, et c'est un joueur qui est utile, trop discret, mais très utile. Basto, tu as d'autres tops? Ou les mêmes? Je vais faire le perroquet puisque tu nous avais vendu comme ça. C'est ce que tu fais de mieux. Vas-y. Draxler, moi aussi j'avais noté pas génial, mais il a sauvé par rapport à beaucoup de ses coéquipiers, donc déjà on est d'accord. Effectivement, il a un manque de volume de jeu, c'est encore un des joueurs parisiens qui touche le moins de ballons, puisque c'est le 3e joueur parisien hier à toucher le moins de ballons après Meunier et Choupo-Moting. Maintenant, on le dit souvent effacé en comparaison avec Di Maria qu'on dit justement très décisif, mais par exemple cette saison, Draxler est décisif chaque 78 minutes quand Di Maria l'est chaque 103 minutes. Donc ça c'est pour contrecarrer le petit argument. Au-delà de ça, en première mi-temps, c'est lui qui crée 3 des 4 occasions qui partent de ses décalages soit en avant-dernière passe, soit en dernière passe. C'est vrai que quand il a le ballon, c'est toujours le choix juste et c'est toujours bien fait. Et moi j'ai bien aimé, on en reparlera plus tard encore une fois, son repli défensif. Et c'est pas que des récupérations en avançant. Hier il fait 3 ou 4 récupérations en reculant justement, en revenant dans ses 30 mètres, notamment celle qui amène le but d'Mbappé. C'est lui qui vient choper le ballon dans les pieds de Sanson. Je te laisse finir et je parle aussi. Et c'est ce qui permet l'ouverture du score. Donc moi j'ai trouvé très concerné pour avoir ce bloc. D'ailleurs j'ai trouvé aussi Di Maria très concerné. Ce qui permet d'avoir ce bloc de 8 pour pouvoir contrecarrer les offensives marseillaises. Ensoki aussi, j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit Drayas, à part une petite chose. À un moment, on le voit après une tête où il revient défendre, il vient alpaguer ses coéquipiers, les engueuler, les remotiver. C'est le petit Titi qui fait sa première titularisation à ce poste-là, et c'est lui qui vient un peu sonner la révolte avec cette réaction. Et un top, même si j'avais pas forcément envie de le mettre par rapport à ce qui s'est passé, mais je suis obligé de mettre Mbappé par rapport à son entrée, que ce soit par son but 3 minutes après son entrée ou son décalage pour Neymar sur le second but. Drayas, tu voulais rajouter quelque chose? C'est juste sur ce débat qui nous occupe en ce moment depuis le début à savoir que le rôle défensif de Draxler et Di Maria sur ce match.
Et je ne dis pas que Draxler n'a pas fait de gestes défensifs. Je dis que dans la manière de se positionner, dans la manière d'organiser la circulation du ballon et dans la manière de protéger un petit peu le Regista qui serait derrière, sur ce chapitre-là, il a été juste zéro. Et il sait pas faire. Il sait pas faire. La fois où on a vu quelque chose d'un petit peu cohérent de cet ordre-là, c'était l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, je me souviens plus avec ma mémoire. Mais en tout cas, tu avais Draxler sur le terrain, tu avais Rabiot et tu avais Marco Verratti. Et à ce moment-là, les qualités des uns et des autres pouvaient s'exprimer. Mais là, quand tu avais lui et Di Maria, en termes de structure, alors toi tu l'exprimais tout à l'heure parce que tu voulais, en gros, tu voulais ce qu'on voyait, c'est-à-dire que tu as un 6, tu as un 6-8 et puis tu as un 8-10, et le 8-10 peut s'interposer, peut s'interchanger avec le 8-6. Tout à fait pareil dans un 3-5-2. Oui, mais en gros, là on s'est retrouvé avec un Marco Verratti qui était complètement bloqué, et avec 2 joueurs qui, certes, faisaient des efforts, quoique j'en ai peut-être vu un peu moins que toi, défensifs, mais qui, en termes de placement, n'offraient aucune des garanties nécessaires pour qu'on ne puisse s'épanouir dans le milieu. Ils étaient plus dans des partitions solistes quand ils étaient au milieu, et ils commençaient à avoir des partitions collectives quand ils étaient un cran plus haut. Encore une fois, j'en parle tout à l'heure. On voit manifestement que le gros chantier qui occupe Tourelle depuis le début de saison, c'est ce dysfonctionnement du milieu de terrain. Il est lié à la fois à la structure de l'équipe, enfin la structure de l'effectif qui a perdu régulièrement depuis plusieurs années, les uns après les autres, les milieux qu'il avait, qui n'a plus aujourd'hui, Diarra étant hors jeu, que Verratti et Rabiot comme vrais relayeurs, vrais 6-8, et qui essayent de trouver des solutions. Là, la solution a changé, en ce sens que Marco a été installé résolument en sentinelle, mais on n'a pas réussi à trouver une articulation avec les 2 relayeurs devant lui, qui n'ont d'ailleurs pas vraiment joué un rôle de relayeur, un peu trop haut au milieu de terrain, comme les ballons ne venaient pas, obligé de redescendre souvent pour aller les chercher, et ça a été encore plus criant pour Neymar, qu'on a vu parfois à la hauteur de ses défenseurs centraux. Donc il y a manifestement, le gros chantier n'est toujours pas terminé, il a été aggravé cette fois-ci par les différents événements qui ont entouré ce match. Donc le rodage est en cours, mais les solutions n'apparaissent pas à l'évidence. À chaque fois ça change, mais on retrouve ou les mêmes problèmes ou des problèmes différents, et je crains que ça ne handicape le PSG toute cette saison. On va passer maintenant... dans les tops aussi, je suis étonné que vous ayez oublié Marquinhos, parce qu'il a été, on lui a suffisamment tapé dessus pour le match contre Naples, et là il fait un match de libéraux, de couverture absolument exceptionnel. Il a pris tous les ballons au sol et de la tête, il a couvert toutes les situations, et là on a retrouvé vraiment un Marquinhos à un tout autre niveau que ce qu'on avait eu contre Naples. Moi, je pense qu'on peut quand même le féliciter pour sa prestation hier. Moi je l'ai trouvé pas très bon avec le ballon, tout simplement, et j'attends bien plus de Marquinhos. Ensuite de ça, sur le chapitre, mais ça on en parlera après, sur le chapitre défensif, il y a cette situation un petit peu compliquée, ce qui est à la 86e je crois, avec Strootman, mais vraiment c'est, en gros tu vois Ensoki, alors qu'il en a certes fait moins défensivement, et Marquinhos oui on est d'accord, il a rendu une prestation défensive impeccable, mais on l'a aussi vu assurer des relances dans d'autres matchs, et j'attends plus de Marquinhos, tout simplement. Oui, mais au moins qu'il arrive à faire sa prestation défensive, ce qu'il n'avait pas fait à Naples, ce qu'il n'avait pas fait contre Naples. Moi j'ai hésité entre Mbappé et Marquinhos pour le 3e top, pour ne pas m'en cacher. C'est vrai que ça a été le patron de la ligne défensive sur le plan défensif, qu'il a très bien géré sa zone, qu'il a fait pas mal de retours, qu'il était bien placé. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais comme Dreyas, j'attends plus. Quand il y a une charnière où c'est lui qui est là depuis X années, qu'on a le petit Titi et le petit nouveau, c'est à lui d'en faire plus balle au pied pour faire remonter le bloc, et il ne l'a pas fait. Donc c'est là-dessus où je reste mitigé. Maintenant, oui, ça reste une bonne performance dans l'ensemble. Et surtout qu'il nous a montré qu'il savait faire sur des matchs récents, en plus. Oui, mais bon, moi je suis toujours un peu en désaccord avec vous là-dessus, surtout dans une défense à 3, je crois qu'il faut qu'il y ait une répartition des rôles. Il faut qu'il y en ait un qui gère justement toute cette partie défensive de couverture, et après, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, il y en a qui sont plus doués ou alors plus intéressés pour la relance. D'autant que le problème de relance aurait dû être nettement amélioré par la mise en position de Verratti comme sentinelle, comme premier relanceur, comme l'a si bien montré pendant des années Thiago Motta. Donc je crois que les circuits sont en train de changer. On peut pas s'arc-bouter pour juger de la
de la pertinence de la prestation d'un défenseur central uniquement sur sa capacité ou pas de relancer. Il faut aussi s'intéresser à sa performance défensive. Il est quand même d'abord et avant tout là pour ça. Et autant Marquinhos avait pêché sur les deux plans contre Naples, autant là, on l'a retrouvé conquérant dans sa surface pour bloquer la majorité des velléités offensives marseillaises. Et ça, on peut lui en tenir gré. Bien sûr, tout ce que tu dis est juste. Maintenant, dans une défense à 3, pour moi, justement, c'est aux libéraux d'initier ses premières actions et un des excentrés de continuer l'action. C'est souvent comme ça, hein. Les défenses à 3, c'était Bonucci qui est libéraux, à Munich, c'était Boateng. C'est aux libéraux d'initier cela, c'est pas aux excentrés. C'est pour ça que dans une défense à 3, moi, par exemple, je préfère voir Silva excentré que libéraux. Mais après, c'est là où on a un désaccord. Et puis surtout, on est en pleine révolution culturelle pour une équipe qui depuis 5 ans joue en 4-3-3 et là on lui demande de changer ses habitudes et de passer en défense à 3. Donc on peut espérer que les choses vont s'améliorer dans l'articulation entre les défenseurs centraux, dans l'équilibre offensif-défensif, et surtout si Marco reste dans cette position de sentinelle, de quarterback, de meneur de jeu reculé, dans lequel j'ai toujours voulu le voir évoluer, et qui peut-être peut nous permettre d'avoir une conduction du jeu par rapport à la ligne arrière bien meilleure que ce qu'elle a été jusque-là. Bon, on en reparlera probablement un peu plus loin dans le reste des questions. On va passer maintenant à vos 3 flops. Drayas, tu commences? Choupo-Moting, on ne peut pas ne pas le mettre. Il a fait une prestation indigente. Sur le talent qu'on lui connaissait, il n'a servi à rien. À aucun moment il s'est retrouvé en position. Déjà, il s'est retrouvé très peu en position d'avoir la balle. Et chaque fois qu'il a eu la balle, il n'a jamais été en position de pouvoir la garder pour permettre au bloc de remonter. Il l'a très vite perdu. Donc bon, pour Moting, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement sur sa prestation. J'avais mis Marco Verratti, mais encore une fois pour moi il n'est pas forcément le seul responsable de la pauvreté de sa prestation comme on en a parlé. Et enfin j'avais mis Di Maria, parce que Di Maria, il y a des fois où il est bon, ça lui est arrivé cette saison, il y a des fois où il n'est pas bon mais il est décisif. Mais il a été hier. Hein? Il l'a été hier. Il a été hier? Il ouvre sur Mbappé, c'est lui qui fait la passe décisive. Ah merde, bon alors il a été décisif, mais il a quand même été très insupportable hier. Il est toujours insupportable, mais comme le disait Basto, il fait quand même 2 passes, dont une est décisive et l'autre aurait dû l'être sur Mbappé. Il fait une frappe que Strootman dégage sur sa ligne. Il aurait pu encore une fois, dans un match où effectivement il n'a pas brillé, il aurait pu encore une fois être un des éléments clés de la victoire parisienne. Donc il a cette constance, à la fois dans la frustration qu'il nous laisse, mais dans l'efficacité réelle qu'il a, qui fait que ça reste un joueur dont on peut difficilement se passer actuellement. Enfin, c'est mon opinion. Basto, toi, tes 3 flops? Moi, j'ai mis Bernat. Pardon? Oui, le nombre que tu veux de flops. Vas-y. Oui, j'ai mis Bernat qui, sans être si mauvais, laisse encore une impression assez mitigée. Défensivement, il y a quelques trous, même s'il a aussi récupéré plus de ballons que d'habitude, surtout en avançant. Mais c'est surtout offensivement où je trouve que même s'il est bien placé, tous ses centres, il n'y en a aucun qui a amené quelque chose. Donc c'est un peu problématique. Et puis je trouve qu'il a aussi moins combiné que d'habitude, notamment avec Neymar. J'ai mis Rabiot, au-delà de son retard, pour son entrée que j'ai trouvé assez indigente. Et dans l'esprit et dans la réalisation, j'ai le souvenir d'une action où il a 4 angles de passe devant lui et revient en arrière. Ça devient un peu embêtant. Et en 3e, j'ai mis Choupo, évidemment. Pour moi, il y avait 12 chefs sur le terrain hier, les 11 à Marseille et Choupo-Moting. Choupo, malheureusement, confirme ses limites. Et dans un match qui était quand même très spécial, avec sans organisation véritable, il a été incapable de tirer son épingle du jeu. Je crois que on peut pas lui en vouloir, parce que c'est malheureusement... le niveau qu'il a, il est appelé à être un joker et rien de plus que ça. Ça a été confirmé dans ce match contre Marseille. Même pas d'autres doutes. Hein. Pardon ? Même en joker, le match qu'il a fait hier soir lève des doutes pour sa capacité pour rentrer 10 minutes, pour tenir la balle quand on allonge. Ce qu'il a fait déjà en début de championnat, notamment à Liverpool. Hein. Voilà. Non, il peut aider dans des circonstances où effectivement tu as besoin de faire souffler. Mais bon, tu peux pas lui demander plus que ça. Et hier, en plus, il était jeté dans la fosse au lion, alors qu'on n'avait pas tellement l'organisation pour se servir bien de lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce match? Oui, il y a le problème
de l'arbitrage qui a été mis en cause par les Marseillais qui crient au scandale en oubliant tout le reste de leurs prestations, et notamment sur l'annulation du but de Mitroglou à la 86e, où M. Bastien sanctionne un bloc illicite de Strootman sur Marquinhos. Alors d'abord, il faut dire qu'il a sifflé avant que Mitroglou ne marque, donc le jeu était arrêté et on ne sait pas ce qui se serait passé si ce coup de sifflet n'était pas intervenu. Et ensuite, les interprétations sont diverses. Marquinhos arguant qu'il a prévenu clairement qu'il n'accepterait pas des blocs sur cette occasion-là. Il a surveillé spécifiquement Strootman et il l'a sanctionné dans la continuité. Bon, après, c'est très difficile de savoir le vrai du faux. C'est vrai que c'est très rare que ce type de faute soit signalé. Comment vous l'avez vu et qu'est-ce que vous pensez de cette action? Erreur manifeste d'arbitrage, coup de sifflet prématuré alors qu'il aurait pu laisser l'action aller au bout et donc bénéficier de la VAR ultérieurement. Comment vous analysez ça? Basto, tu commences. Bah, déjà, l'arbitre a toujours raison, surtout quand il s'appelle Monsieur Bastien. C'est déjà la première chose. Pour en revenir plus sérieusement, pour moi, il n'y a pas faute. C'est plus Marquinhos qui fonce dans Strootman qu'un réel bloc. Et puis derrière, il le ceinture en plus. Maintenant, l'OM a tort dans ses déclarations sur deux aspects. C'est déjà que Mitroglou est hors-jeu, donc le but, de toute façon, était pas valable. Et c'est surtout qu'il critique le VAR en disant qu'ils auraient dû appeler le VAR. Sauf que dans la définition du VAR, c'est pas applicable hier. Le coup de sifflet, il a lieu directement avant la fin de l'action, donc avant le but refusé. Alors que la VAR ne peut être valide que s'il avait sifflé au moment du but. Donc là-dessus, Marseille se trompe totalement en critiquant l'arbitrage et surtout la VAR. Oui, je crois que certains Marseillais ont critiqué justement qu'il n'aille pas au bout de l'action pour pouvoir justement demander le VAR. Et plus que la mise en cause du VAR, c'est le fait que M. Bastien a arrêté prématurément l'action et n'a donc pas pu demander, pour des raisons réglementaires, la VAR à l'issue de celle-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Drayas? Bah, bon, soit tout ça, c'est les histoires de VAR, de machin, de trucs, de bidules, ça me passe au-dessus de la tête personnellement. J'ai revu les images parce que hier, moi, j'étais convaincu que effectivement Strootman, au-delà d'un bloc, mettait limite un coup de coude en fait à Marquinhos, et je confirme qu'il met un coup de coude. Mais bon, objectivement, il faut dire une chose, ouais, c'est même pas tellement qu'il le bloque, c'est juste que Marquinhos va le ceinturer. Et Strootman se défait du ceinturage qu'effectue Marquinhos, qui donc était en faute par un mouvement du bras, lui donnant au passage un coup de coude. Mais la première faute était celle de Marquis, et c'est celle-ci qui aurait dû être sifflée. Mais bon, après, les Marseillais ont parfois bénéficié de bien des choses, etc. On ne va pas en parler pendant 10 ans non plus, quoi. Il y a peu de chances qu'il y ait but derrière, en plus, entre Mitroglou qui est hors-jeu et tout ça. Et on peut, dans ces cas-là, on peut épiloguer sur toute action. On s'en sort plus, c'est que... Je crois aussi qu'on a laissé se développer des obstructions, des accrochages permanents sur tous les coups de pied arrêtés dans la surface. De temps en temps, c'est sifflé, tout le monde crie au loup parce que ça ne l'est pas habituellement. Mais bon, il va bien falloir régler ce problème un jour et s'attendre à ce que de temps en temps, il y ait un arbitre qui décide d'interdire tel ou tel type d'action et qui siffle. S'il en a prévenu Strootman, je crois qu'il n'y a pas de scandale que le bloc soit sanctionné. Mais enfin bon, ça reste de toute façon dans ce match une péripétie. Les Marseillais n'ont rien fait pour le gagner et ils ont été punis de façon tout à fait justifiée par le déroulement de l'action, alors que l'équipe expérimentale qu'avait concocté Tourelle leur donnait quand même une chance exceptionnelle de pouvoir, pour une fois, être à la hauteur de l'enjeu. En fait, c'est le même débat que tirage de maillot époque IPS, quoi. Ça va être sifflé une fois sur 10. Ouais, c'est quand même une des plaies, une des rares choses qui soit compliquée au foot, qui a pourtant des règles si simples et si faciles à juger. C'est cette espèce de foire d'empoigne permanente dans la surface qui est absolument inarbitrable. Beaucoup d'arbitres laissant faire, malheureusement. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce match avant qu'on passe au gros plan? Non, c'est bon pour moi. Drayas? Non, merci. Alors le gros plan, donc j'avais voulu qu'on s'attarde sur deux éléments. D'abord parce que ça semble être
la perspective d'évolution de cette équipe, c'est-à-dire ce virage tactique qui a été déjà un peu tenté en début de saison, mais véritablement concrétisé lors de la deuxième mi-temps contre Naples, et qui a été résolument poursuivi pour ce match, malgré les absences de Thiago Silva et Kimpembe, qui montrent bien que c'est quelque chose qui peut-être va être appelé à durer, à savoir l'abandon du 4-2-3-1 en échec, manifestement, avec cet effectif, après plusieurs contre-performances, contre Lyon, contre Naples en première mi-temps, pour une défense à 3. Alors après, l'animation avec cette défense à 3 est qualifiée par certains de 3-5-2, par d'autres de 3-4-2-1, enfin bon, tout ce qu'on veut, et on sent qu'à ce niveau-là, en avant des 3 défenseurs, les jeux ne sont pas encore faits. Alors, même si ce match est très particulier, comment vous avez jugé la réalité sur le terrain de ce changement pour ce match? Drayas, tu commences? Déjà, moi j'aimerais mettre en avant que je partage pas la vision d'un système arrêté. Moi, ce que j'aime, c'est que les joueurs soient capables de s'adapter aux circonstances d'un match, qu'un coach ait l'intelligence de savoir faire évoluer son équipe au fil des événements d'un match et d'une saison. Et ce que je déplore bien plus qu'un système ou qu'une absence de système, c'est une absence de joueurs qui sont capables de se remettre en cause, le dépassement de fonction, on avait commencé à l'entrevoir un petit moment il y a quelques temps dans la saison, mais en ce moment, depuis 3 matchs, il me semble, on ne le voit plus du tout. Et bon, après, bien sûr, il y a les problématiques des hommes utilisés. Quand on parle d'un milieu à 3, avoir 2 joueurs qui ont en rien un profil garde du corps par rapport à Marco Verratti, est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux si on veut mettre avec une défense à 3, de jouer avec un milieu à 2? Bah, ça, j'en sais rien. Ceci dit, il y a une chose que moi j'ai envie de noter par rapport à ça, je crois qu'on est l'équipe avec un gros budget qui a le plus grand ratio de joueurs avec le ballon, qui lève les bras en signe mais démarquez-vous bordel, je sais pas à qui l'a passé. On parle pas assez de cette stat et c'est dommage parce qu'on est super balèze là-dessus. Pour moi, c'est avant un problème de système, avant un problème d'organisation, un problème de bloc, un problème de dépassement de fonction et voilà. Oui, mais on a vraiment l'impression que Tourelle était parti justement pour faire ce qu'on lui connaît, qu'il a fait dans ses autres postes, c'est-à-dire une évolution permanente des schémas tactiques pour s'adapter aux adversaires, pour s'adapter aux circonstances du match, mais qu'il a un effectif tellement particulier, avec des défauts tellement criants, qu'il est un peu obligé, non pas de faire la composition qu'il rêve, mais la composition qui lui permet le mieux de pallier ses défauts constitutionnels. On peut citer la difficulté pour les arrières latéraux à défendre dans leur dos, et on voit avec cette défense à 3 combien Bernat est moins gênant qu'il ne l'est autrement, et combien Meunier est libéré comme il l'est en équipe nationale avec des réflexes naturels. Et je pense malheureusement que c'est plus une composition, je dirais pas subie, mais une composition obligée que véritablement une composition désirée par Tourelle. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je suis pas complètement d'accord. Enfin, si, t'as raison. Et le déficit du milieu, on ne peut que le constater. Mais bon, le lait est répandu, on peut pleurer sur le lait répandu. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, après, ce que je suis en train d'énoncer prend sans doute du temps et sans doute je fais preuve d'impatience sur le constat que ce n'est pas arrivé, mais il n'y a aucun effort de replacement, des efforts de replacement des joueurs de l'équipe, on les voit défensivement, mais offensivement, on ne voit aucun joueur de replacement. La notion d'all-space, elle est complètement ignorée. Il y a peut-être qu'un seul joueur qui se place dans ces putains d'all-space, c'est Draxler. Et Neymar. Ouais, Neymar, tout à fait, ouais. Oui. Mais Neymar, en fait, il est au-dessus du game. En fait, on l'oublie parce qu'il est juste au-dessus du game. Il y a la première mi-temps qu'il fait contre Marseille est honteuse, mais sinon, c'est un joueur qui est vraiment au-dessus. Mais il y a un manque criant de déplacement, il y a un manque criant de se positionner par rapport au fait de couper les passes adverses. Et ça, c'est pas seulement
le rôle premier, enfin quand je dis le rôle premier, je veux dire c'est pas parce qu'un mec est milieu qui doit le faire, c'est un défenseur doit le faire, un milieu doit le faire, un attaquant doit le faire, et on le voit pas, il y a une staticité dans l'équipe. Alors après, oui, encore une fois, ça s'explique par un milieu qui est en quantité en tout cas est très problématique. Ça s'explique aussi parce que ça met du temps, et que dans un club comme Paris, la notion de temps est quelque chose de délicat. Mais notre bloc est peut-être parmi les plus laids qu'on ait eu récemment l'occasion de constater. Alors notre effectif est le plus laid au milieu depuis un certain temps, mais j'aimerais plus, et je pense qu'il y a moyen de faire plus. Il y aura toujours ces problèmes-là, mais dans le fait de jouer un peu plus en bloc, dans le fait de proposer un peu plus de solutions, il y a quand même moyen de faire mieux, indépendamment du fait qu'il nous manque certains joueurs. Toi, Basto, par rapport au 4-2-3-1, cette évolution avec cette défense à 3, cette nouvelle organisation te semble apporter plus au point de vue de la qualité du jeu ou de compensation des défauts de l'équipe? Difficile à dire par rapport à ce qu'on a vu hier. Déjà, on peut déjà dire une chose, c'est que s'il utilise hier sans Silva et Kimpembe, c'est qu'on peut penser qu'il mettra ce système à Naples. Ça, c'est déjà une première chose. Après, hier, oui, moi j'ai vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne structure défensive. On a vraiment bien protégé le gardien. On était en surnombre dans les zones clés. On a finalement très peu subi. Et la structure défensive était bien meilleure que celle qu'on a pu voir contre Naples, Liverpool ou même Lyon. Donc là-dessus, il y a eu du progrès. Maintenant, avec ballon, c'est toujours le même problème. Comme je le disais tout à l'heure, Verratti a plus fait du Mota que d'être un regista devant une défense à 3. Regardez Pjanic, quand il joue à 3 à la Juve, il va être toujours devant la première ligne de pression, jamais derrière. Là, Verratti venait aider les défenseurs qui effectivement ne prennent pas de risques avec ballon, mais au bout d'un moment, si tu vas toujours les aider, ils prendront jamais leurs responsabilités. Il faut arrêter de les assister en permanence, sinon on sera en redondance et on s'en sortira jamais. Parce que là, ça nous désorganise complètement. Dès l'entame de nos attaques placées, on a directement ces lignes espacées et ce problème structurel. Alors, pour être un peu provocateur, est-ce que vous ne pensez pas que malheureusement, vu le profil de l'effectif, le but n'est pas d'avoir une structure défensive solide pour pouvoir bien résister, transmettre rapidement la balle devant et profiter des joueurs d'espace que sont Cavani et Mbappé? Est-ce qu'on peut jouer autrement que comme ça avec cet effectif, Drayas? Tu es en train de définir quelque chose que, ouais, on vire Tourelle et on reprend Carlo Ancelotti, puis on n'en parle plus, quoi. Mais Tourelle n'a jamais fait jouer ses équipes comme ça. Dans ses discours, il a toujours annoncé vouloir faire différent que ce que tu viens de décrire. Et peut-être qu'il va être pragmatique, peut-être qu'il va finir par se résoudre à ça. On va finir avec un 3-5-2 ou un 3, je m'y perds dans les chiffres, j'arrive plus à suivre. En gros, une défense à 3 avec un milieu un peu plus renforcé et un espèce de sapin de Noël avec une défense à 3. J'ai pas encore réfléchi à comment ça pourrait s'agencer, mais quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être que d'un point de vue pragmatique, mais a priori, c'est pas Tuchel compatible. Il passera son temps, par sa nature, à chercher d'autres solutions que celle-là. C'est un entraîneur qui croit que ça passe par le jeu, c'est un entraîneur qui croit que ça passe par la possession active. Et voilà. Donc je pense après en soi, par rapport à ce qu'on est en train de voir, moi, on me propose quelque chose comme ça qui est solide. Mais faut pas oublier qu'on est dans une situation où là, on va rencontrer justement Carlo Ancelotti à Naples dans 10 jours. Et faire du Carlo Ancelotti contre Carlo Ancelotti, c'est rarement une bonne idée. Il va falloir proposer autre chose, je pense. Oui, mais on a fait contre Naples à l'aller du Tourelle contre du Carlo Ancelotti et on l'a payé très cher. Est-ce que le pragmatisme aujourd'hui, est-ce que l'acceptation des limites de cette équipe n'est pas la seule solution pour performer? Qu'est-ce que tu en penses, Basto? Moi je pense que si on joue dans ce système, on n'a pas les joueurs pour jouer le jeu de Tourelle et qu'effectivement il faudrait essayer d'avoir un système à 3 derrière mais en bloc bas, et dans ces cas-là Silva est indispensable pour défendre dans ce bloc bas. Et effectivement profiter des espaces que créeront Mbappé voire Cavani et entre les deux avoir des joueurs qui ont un gros volume de course. Quand on n'a pas une structure collective, c'est ces joueurs-là qui brillent. C'est pour ça qu'aujourd'hui Di Maria, Meunier sont parmi les joueurs qu'on met le plus en avant parce qu'ils ont ce gros volume de jeu. Et ça compense le manque de structure. Et c'est pour ça que des joueurs comme Verratti ou Draxler peuvent paraître en difficulté aussi. C'est qu'ils ne peuvent pas être dans des bonnes situations pour poser leur jeu, pour faire des triangles dans les all space. Et ils en pâtissent. Donc à l'heure actuelle avec cet effectif, j'ai bien peur
que la raison serait de effectivement essayer d'avoir une structure défensive solide et d'essayer d'exploiter les espaces. Une petite innovation qu'on a vue par rapport au premier système avec une défense à 3 qu'avait construit Turel, c'est cette position nouvelle de Verratti en numéro 6, pas en Registra parce qu'il n'a pas du tout évolué comme ça, mais en sentinelle à la Thiago Motta, c'est-à-dire recevant vite et de façon courte et simple on peut même pas appeler ça des relances, les passes de ces défenseurs centraux, et cherchant à organiser le jeu par des passes longues ou courtes. Et qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là? Et peut-elle fonctionner s'il n'a pas de vrai relayeur avec lui? Parce que Draias parlait de dépassement de fonction, mais le dépassement de fonction, c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec des joueurs comme Draxler et Di Maria, qui sont des joueurs offensifs qu'on essaye de faire évoluer au milieu pour pallier le manque de milieu justement qui ressort de ces différents mercatos. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Verratti et comment vous voyez la façon de jouer efficacement avec lui dans cette position? Draias. Déjà, je vais juste réagir à ce que tu dis. C'est pas du tout ce que je voulais dire par dépassement de fonction. Je voulais pas dire mettre un joueur à un autre poste. Je voulais dire un joueur qui est capable de se projeter à un autre poste pendant qu'il est un poste dans le match. Et c'est au-delà de ça, c'est une attitude qui consiste à vouloir jouer en avançant, à savoir se placer dans les intervalles, etc. etc., etc. C'est ce que je voulais parler comme dépassement de fonction. Après, pour Marco Verratti, moi je trouve que c'est du gâchis, surtout que moi je suis pas du tout convaincu par Marco Verratti seul 6 dans cette configuration-là. Tu faisais référence à Motta, mais je trouve que Motta était beaucoup plus propre dans ce poste-là, et qu'en plus de ça, il était capable d'avoir des relances qui étaient plus intéressantes que celles que Marco Verratti a en tout cas proposées hier soir. C'est pour ça que moi j'aimerais vraiment le voir avec un homme avec lui à ses côtés, quoi. Et si on a Marco Verratti et que justement après les deux autres hommes sont Draxler et Di Maria, je trouve que non, il n'est pas du tout aidé dans un rôle où il pourrait plus servir à l'équipe. J'aimerais le voir comme le nommé Basto, j'aimerais vraiment l'avoir un cran au-dessus, le voir entre les défenseurs, enfin le voir faire du Motta, il s'appelle pas Motta, quoi. Ouais, c'est surtout que Motta, même devant une défense à 3, ça marcherait pas en fait, je pense. Ouais. Puisqu'il jouait le rôle du troisième DC. Mais tu veux le voir avec un autre type de milieu, mais y en a-t-il dans cet effectif? Moi j'aurais des idées. Il y a Alves, mais il n'est pas encore là. Alors déjà avec Rabiot ça se tente, mais il y a Bernat, on peut pas le replacer, mais j'essaierai bien aussi avec Bernat. Et sinon, pourquoi pas le tenter avec un Di Maria, quoi. Mais bon. On a la chance d'avoir Neymar, qui est vraiment un joueur qui a un registre tellement étendu, qui peut jouer à la fois comme perforateur, qui peut jouer comme dribbleur, qui peut jouer comme passeur, et on peut imaginer une espèce de double meneur de jeu, Verratti devant la défense, Neymar derrière l'attaque, et pouvoir construire quelque chose de rapide avec ces deux joueurs du fait de leur qualité technique et de leur vision du jeu, qui peut sûrement pallier, enfin qui pour moi peut pallier ce désert du reste de l'effectif au milieu. Qu'est-ce que Basto, tu en penses? Je sais pas trop quoi penser avec tout ce qu'on voit, puisqu'on a testé pas mal de schémas, il y a toujours ces mêmes problèmes. Maintenant, moi, par rapport à Di Maria, Draxler hier, j'ai un peu regardé les réseaux sociaux, voir, il y a vraiment deux idéologies qui s'opposent. Il y a celle de Draias et toi, Olivier, qui dit que les relayeurs étaient trop hauts et ne faisaient pas le problème de repli, ce qui du coup coupait un peu Verratti des transitions, c'est ça que tu dis, hein, tout à fait, mais en gros qu'ils n'étaient pas là pour okay. Ils s'organisaient pas par rapport à lui, qu'ils étaient dans des missions de solo quand ils descendaient. Moi ce que j'ai plutôt vu, ma théorie, c'est plus l'impression que eux étaient à leur place et c'est Verratti et la ligne défensive qui était trop basse et du coup le ballon ne leur arrivait pas. Du coup j'ai regardé les positions moyennes, je vais reprendre la phrase de Coluche, lui c'est avec les statistiques, je vais dire avec les positions moyennes, donc c'est comme les mini-jupes, ça donne des idées mais ça cache l'essentiel, les positions moyennes ne dites pas tout. On a Draxler qui est globalement très bas dans la zone de Verratti quand on regarde les positions moyennes, et on a Di Maria qui est au niveau de la ligne médiane, même Neymar, donc ils sont plutôt à leur poste ces relayeurs là, c'est plus les DC et Verratti qui sont bas, c'est ce que montrent les positions moyennes. Après effectivement ça peut cacher beaucoup de choses, ça peut mentir, mais ça a un peu confirmé ce que moi j'ai pu voir. Après voilà, il y a deux écoles, le déséquilibre vient de la ligne d'attaque et ceux qui disent que ça vient de la ligne de défense comme moi.
Mais la vérité n'est-elle pas dans les deux positions, à savoir qu'hier, Marco était trop bas et Draias et Di Maria étaient trop haut. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on met le doigt sur le problème de l'équilibre du PSG depuis plusieurs saisons, qui est ce vide au milieu de terrain, cette distension entre les lignes, et les fois où cette saison on a vu un jeu satisfaisant avec le PSG, c'est quand tout le monde jouait beaucoup plus haut et qu'il n'y avait pas cet écart entre les lignes, qu'elles étaient beaucoup plus resserrées, qu'il y avait un vrai bloc. Et ça, ce bloc, pour le moment... Est-ce que je peux répondre à sa question parce que mais ouais, enfin, oups, nouveau bug. Oui, mais je suis un peu le cul entre deux chaises parce que je suis d'accord avec ce que tu viens d'énoncer en fait. Mais si tu veux avoir en fait un rôle un petit peu comme était proposé Verratti, on n'arrête pas de parler de Motta depuis le début. Motta qui était tout le temps à côté de lui, c'était Marco Verratti. C'est-à-dire que peut-être qu'ils étaient dans la même zone, mais faudrait. Oui, je sais, mais c'est juste, je prends l'analogie. Et peut-être qu'ils étaient dans la même zone, mais il faudrait regarder le nombre de passes qui se sont faits. Et elles sont pas aussi nombreuses que ça. Et le nombre de passes qui ont été utiles de Marco Verratti, c'est-à-dire le nombre de tas de Marco Verratti qui ont permis de casser une ligne. Alors après, je suis d'accord avec toi. Marco Verratti était trop bas. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Et c'est pour ça, Olivier, pour répondre à la question que tu posais initialement, est-ce que ce serait pas une possibilité justement d'avoir Marco Verratti qui serait bas et juste au-dessus de la défense et d'avoir Neymar qui serait juste en dessous du front de l'attaque? J'y crois pas une seule seconde parce qu'on est... Enfin, la vérité d'un match n'est pas la vérité absolue, mais ce qu'on a vu hier, c'est que justement Neymar était obligé de redescendre plus bas parce que Marco Verratti était incapable de créer les situations qui allaient permettre à la balle de monter. Et justement, parce qu'il n'avait pas soit un aboyeur à côté de lui qui était capable de dissuader les mecs de venir éviter de bousculer le mec, soit des relais avec qui il était capable d'organiser la relance vers l'avant. Et dans l'ensemble, on a vu une circulation de la balle entre Marco Verratti et Neymar qui était profondément défaillante hier soir. Après, oui, parce qu'il manquait effectivement cet élément qui apporte justement le nom de relayeur. On a besoin d'avoir des joueurs à gros volume d'action, qui soient capables, des joueurs qui ont de la personnalité, des joueurs qui sont capables à la fois de conserver, de percer, de passer, qui sont les éléments qui vont faire le lien entre le bloc défensif et le bloc offensif. Et Neymar étant lui totalement libre dans ce système pour profiter un petit peu de cette liberté pour la conduction du jeu. Là, je pense que le rôle de Di Maria et de Draxler, qui est un rôle qui n'est pas tellement dans leur culture, n'est pas bon dans cette position de relayeur. Il manque vraiment un ou deux joueurs qui peuvent effectuer cette activité-là. Un Pogba et un Kanté seraient parfaits pour compléter notre équipe à ce niveau-là. Deux petites choses, je peux réagir? Je t'en prie, vas-y. Di Maria au Real en relayeur était bon parce qu'il y avait des mecs comme Pepe, Kroos et Modric pour justement remonter cette balle. Et donc lui, il se retrouvait dans cette zone d'espace sans vraiment avoir besoin d'aller chercher la balle basse. Et sinon, une autre époque du PSG, même si je pointais déjà du doigt les gros problèmes structurels et ces grosses absences au milieu sous blanc, quand on avait un joueur comme Luis qui prenait l'espace, qui montait le ballon, c'était quand même moins amplifié que maintenant. Oui, Draias? C'est fini. J'ai perdu le fil, excuse-moi. On en était où, Olivier? Toujours sur ces problèmes structurels. Oui, pour moi, en gros, en l'état, Verratti tout seul, c'est pas une solution. Moi, je lui adjoins un mec à côté. Je peux répondre à cette question de Verratti, vas-y, justement. Je pense que déjà, on va pas le voir beaucoup là-dedans. Tourelle a encore rappelé hier qu'il était très triste de jouer sans Rabiot, que c'était juste une sanction. Il a déjà dit qu'il ne voyait pas Verratti en 6, donc je ne pense pas qu'on le reverra. Moi, comme toi, Olivier, j'y crois à cette position. Maintenant, je ne peux m'empêcher de remarquer que quand il jouait à cette position en sélection nationale, il y avait les mêmes critiques que celles que je peux faire ce soir, à savoir qu'il jouait très bas, aligné à sa défense. Alors que depuis qu'il joue avec un Jorginho qui lui joue ce rôle et que du coup il reprend sa place de relayeur, d'un coup les critiques sur Verratti sont beaucoup plus flatteuses. Donc est-ce que c'est une envie utopiste de notre part ou est-ce qu'il n'en a pas les caractéristiques? Je suis plus sûr aujourd'hui de savoir la réponse. Une fois de plus, la question qu'on se pose, c'est qui peut le faire à part lui dans cet effectif. Voilà, je crois que ce que Basto était en train de dire était juste. Alors après, c'est différent en Italie, mais s'il n'est pas seul, il y a des moments où il peut monter. Ne serait-ce que de 10 mètres, parce que là hier il était vraiment accolé à sa ligne basse et c'était pas possible, il pouvait rien faire, quoi. Oui, tu avais l'impression qu'effectivement l'option était d'amorcer la construction d'un bloc défensif extrêmement solide,
pour être la rampe de lancement vers les flèches. Moi, je l'interprète un peu comme ça. C'est pas une solution rêvée, mais c'est peut-être la seule, vu le déséquilibre de l'effectif actuel. Bon, on va laisser ce débat tactique qui probablement va nous occuper toute la saison pour passer au deuxième élément du gros plan, qui est le fait du match, hein, puisque il n'y a que comme ça qu'on peut le dénommer, c'est-à-dire cette mise à l'écart au coup d'envoi de Rabiot et Mbappé. On a tous été surpris de la composition véritablement, comment dire, très déséquilibrée que Tourelle a mis en place. On s'est posé des questions de savoir si c'était un choix de sa part, et puis on a appris au cours de la soirée qu'il avait sanctionné pour des raisons disciplinaires. Alors les bruits les plus divers participent là-dessus, disant que il y avait déjà eu des antécédents par rapport à ça, et que là ça a été peut-être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et Tourelle a tranché dans le vif et a décidé de se passer pour ce match pourtant très important de Rabiot et Mbappé, décision qui semblait d'autant plus forte que l'équipe était déjà affaiblie par la suspension de Kimpembe et les forfaits pour blessure de Silva et Cavani. Alors, moi je voudrais savoir votre opinion par rapport à cette décision. Vous semble-t-elle juste et pas juste, et la façon dont Tourelle l'a gérée, puisque cette exclusion des joueurs n'a été que temporaire. Kylian en entrant à la 60e minute et Rabiot à la 79e, et on a vu que, en tout cas, l'entrée de Mbappé avait totalement changé la face du match. Comment vous la jugez, vous, cette décision et sa gestion par Tourelle? Dryas, tu commences? Je l'ai trouvé, moi je l'ai trouvé excellente. J'ai été, alors déjà, c'était mon côté un peu irraisonnable. J'étais très en colère contre Kylian Mbappé après Naples, et moi j'étais, satisfait sans vraiment savoir pourquoi de le voir sur le banc. Après j'ai compris et je m'emballais un petit peu trop. Et je trouve justement que l'avoir fait rentrer après la mi-temps, c'est à la fois une punition, et en même temps c'est Anthony René que ce n'est qu'une punition, que ce n'est pas grave, qu'il ne l'enferme pas dans cette punition. Et Kylian d'ailleurs a très très bien réagi en démontrant une envie. Alors déjà en montrant clairement, quand il était sur le banc, il tirait une tête de 3 km, et quand il est rentré, en montrant une attitude qui a été tout simplement excellente, à mettre en parallèle avec l'attitude déplorable qu'il avait eue quelques jours plus tôt. Après, le problème c'est, toi tu utilises le terme de calinothérapie dans ta présentation. Moi, on n'a pas besoin de sortir de la calinothérapie, on a besoin de sortir de la starothérapie. C'est des joueurs qui sont mis sur un piédestal, et un piédestal duquel on ne peut pas les enlever, confirmé par des attitudes sur un mercato où, grosso merdo, certains joueurs sont considérés comme intransférables, et ça ne peut pas évoluer, et on a l'impression que c'est immuable jusqu'à la fin des temps. Et avec des rumeurs de joueurs qui appellent Nasser, de machin, de trucs, on n'en est plus tout à fait là. Il y a eu une première évolution qui a été faite l'année dernière, pendant un match de Ligue des Champions, avec la mise sur le banc de Thiago Silva, qui à mon avis a ouvert la voie. Cette année, on poursuit dans ce genre de choses, c'est un bon chemin, mais je pense que c'est un chemin sur lequel il y a beaucoup de travail, parce que je pense que notre club, de par l'organisation de cette direction, de la manière avec laquelle les choses sont faites, notre club est justement enfermé dans une politique joueur-roi, et que pour pouvoir pleinement en sortir, il va encore y avoir du travail. Basto, toi ton analyse de ce fait de match? Alors moi de base j'ai vu la compo, j'étais très content, Dryas pourra le confirmer. Y a des potes qui m'écrivaient en me disant quoi, il sort Mbappé. Moi j'étais en train de défendre Tourelle, je disais c'est parfait, c'est un choix sportif, enfin on sort de ces compos statutaires. Mbappé, tout Mbappé que tu es, tu n'as pas fait le nécessaire comptable, donc tu es puni. Après on a appris que c'était un choix disciplinaire et pas sportif. Je trouve les décisions de Tourelle très bonnes. Il fallait les sanctionner. Il montre du caractère en faisant passer le collectif au-dessus des individus. On l'attend depuis longtemps dans ce club. Ça ne me surprend pas, connaissant Tourelle. Dans ses anciens clubs, c'était le cas. Il a toujours manié ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Là, il a peut-être attendu d'être accepté, respecté pour le groupe pour donner les premiers coups de fouet. C'est quand même un coach qui a démissionné de Dortmund suite à des circonstances que l'on connaît. Donc c'est quelqu'un qui a des décisions fortes. Maintenant, j'aurais préféré que ce soit un choix purement sportif plus que des décisionnels. Et quand Tourelle fait ses déclats en disant j'aurais préféré jouer avec Mbappé et Rabiot, ça me met un peu plus dubitatif. J'aurais vraiment préféré que ce soit des choix sportifs purs et durs. Et là on aurait pu vraiment avancer. Là, j'attends de voir maintenant. Est-ce que je peux réagir, Olivier? Vas-y, je t'en prie.
Je trouve qu'on peut pas passer de tout l'un à tout l'autre en fait. Il faut qu'il y ait une période transitoire. Et ensuite de ça, sur l'autre manière avec laquelle tu le mets en avant, je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'avoir un mec qui a une attitude à la Conte, qui va mettre des mecs, enfin, ou ce que je veux dire, c'est le fait qu'il, dans la presse en tout cas, qu'il soit en train de dire j'aurais préféré jouer avec ce joueur, ou avec Kylian ou avec Adrien, c'est pas forcément relatif de ce qu'il leur dit derrière, et ensuite de ça, c'est surtout une manière de pas les enfermer dans la faute qu'ils ont commise. Donc moi, ça, je trouve ça très très bon. Et pour ce qui est des choses sportives, eh ben, il va falloir qu'on avance parce qu'on n'en est pas au point où le coach peut faire ça. Enfin, on peut se rappeler, on va pas revenir dessus parce que sinon Olivier va pas aimer. Mais que tout ce que ça avait fait, tous les bruits que ça avait généré, toutes les réactions que ça avait généré, là, je trouve que justement, c'est une première manière de le faire. Comme je dis, il va y avoir énormément de travail avant de pouvoir en arriver à ce truc où un mec qui n'est pas assez bon peut être concrètement, tu n'as pas été assez bon, et où le joueur qui est mis sur le banc ne le prenne pas pour lui et sache qu'il n'a pas été assez bon, et que donc sa réponse ce soit de mieux travailler à l'entraînement. On en est très loin de cet état-là, on revient de très loin sur le sujet, et il faut y aller par étapes, et je trouve que pour le coup, la manière avec laquelle Tourelle s'y est pris, je le trouve très très fin psychologiquement. Je le trouve toujours aussi intelligent et très très fin psychologiquement. J'aimerais que ça se traduise dans la qualité du football qu'on pratique. Ce n'est pas encore le cas, mais sur ce chapitre-là, moi je lui donne un 10 sur 10. Moi, j'irais même un peu plus loin que toi, parce que ce qu'il a pointé en fait hier, bon Rabiot c'est à part, et d'ailleurs on a vu que Rabiot il n'a pas du tout réagi comme Kylian, il a fait la gueule tout le temps qu'il était sur le banc, et il a continué à la faire sur le terrain avec des attitudes comme celle qu'a pointé Basto. Bon, je crois qu'il n'y a rien à tirer sur le plan du comportement de ce joueur. Mais ce qui a été stigmatisé hier et de façon très intelligente, c'est effectivement le comportement global de Mbappé. Un comportement sportif qui avait déjà été pointé du doigt pendant le match de Naples. Il lui a dit clairement « Tu n'as pas fait les efforts pour l'équipe ». Et ensuite, un comportement extra-sportif, et finalement, il l'a puni pour les deux choses. Et je pense que le joueur, il a très bien compris ce message. Et il a réagi sportivement en ayant un investissement qu'on ne l'avait pas vu avoir dans un certain nombre d'autres matchs. Je voudrais rappeler que pendant la Coupe du Monde, Didier Deschamps avait eu la même sévérité vis-à-vis de Mbappé dans le reportage assez nul qu'avait fait la Fédé. On n'a vu qu'une seule conférence d'après-match. Il a été le rare joueur qui a été pointé du doigt par son comportement sur le terrain. Donc je crois que c'est un jeune joueur qui a des facilités énormes, qui vit il est porté par un nuage de soutien absolument considérable. Il a peut-être besoin de temps en temps d'avoir un rappel à l'ordre sur son comportement sur et au dehors du terrain. Et je crois que Tourelle l'a fait très intelligemment, et en plus il a été récompensé par la physionomie de la rencontre, puisque c'est Mbappé qui vient donner la victoire à l'équipe. Donc tout le monde sort un peu grandi de cette affaire, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si le sort sportif avait été contraire. Mais là je l'ai vraiment trouvé très très bon, à la fois dans ses décisions, dans sa communication d'après-match. Non, vraiment, il m'a impressionné sur ce coup-là. Alors, est-ce que vous pensez... Oui, vas-y. Pardon. Vas-y. Non, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, excuse-moi. Non, continue. Non, je disais que vous étiez allé aussi loin l'un que l'autre. Moi, je suis un peu en dessous. Moi, je trouve ça très bien, mais j'ai pas envie que ce soit juste une étape sans lendemain, quoi. J'ai envie que ce soit juste une première étape. Et j'ai un peu peur qu'il n'y ait pas de lendemain à ça. On verra. Écoute, c'est vraiment... Enfin, on n'a jamais vu ça. C'était nécessaire. Hein. Oui, on n'a jamais vu ça. Donc pour avoir le courage de faire ça, quelques heures avant le match, se priver d'un de tes joueurs clés, alors que Cavani n'est pas là, alors qu'il a construit sa stratégie pour ce match autour de lui, je pense que là il a frappé très très fort, et que ça a sûrement marqué les esprits, et je ne le vois pas avoir besoin de rappeler les choses plus que ce qu'il a fait là. Enfin, je le vis un peu comme ça, mais tu as raison, on est au PSG, on a été échaudé par plein d'autres comportements, donc tout est possible. Bon, on va maintenant terminer par le match PSG-Lille, qui aura lieu vendredi.
Rappelons que Lille est le deuxième du championnat à 8 points du PSG et fait une excellente saison, très régulière, avec des joueurs qui explosent un peu comme Pépé. Il y a 4 jours avant le déplacement qui est capital contre Naples, parce qu'il va conditionner en grande partie l'avenir européen du PSG et ses chances de qualification au 8e de finale. Alors, je vais vous poser 3 questions à la fois. Est-ce que vous pensez que Tourelle alignera à l'occasion de ce match de Lille l'équipe qui débutera contre les Napolitains, à la fois en disposition tactique et en homme chargé de l'animer? Si oui, quel compo vous souhaitez? Et enfin, quel est votre pronostic pour le match? Basto, tu commences s'il te plaît. Je pense effectivement qu'il va aligner l'équipe la plus proche possible. Après, il y a peut-être des incertitudes sur Cavani qui a encore donné un certain et Silva aussi. Donc, mais on aura l'équipe la plus proche possible selon les disponibilités. Je pense et j'espère que Buffon jouera Lille puis Naples. Il a un peu inversé la distribution des matchs en mettant Raiola après un match de Ligue des Champions. C'est pour ouvrir la porte pour moi à Buffon contre Naples. Je pense qu'il insistera, et c'est aussi mon souhait dans ce système à 3 derrière, vu ses choix hier. Avec quel joueur maintenant en défense centrale? Il y a Marquinhos et Silva qui partent avec une grosse longueur d'avance. Ça va peut-être se jouer entre Kimpembe et Kehrer pour la dernière place. Je pense que Tourelle mettra Kimpembe. Je préfère Kehrer personnellement par rapport aux dernières prestations. Je pense qu'il laissera Cavani et qu'il mettra Di Maria en piston gauche à la place de Bernat. Perso, moi j'enlève Bernat et Cavani, je mets Di Maria piston effectivement, mais je mettrai soit un duo Draxler-Neymar en soutien d'Mbappé, soit au pire je remets Di Maria à la place de Draxler dans l'axe et je mettrai Diaby en piston, mais plus la première solution. Et ton pronostic? Mon pronostic va pas être très positif, je vois au mieux un match nul. Un match nul au parc, tu vois ça? À Naples. Non. On parle contre Lille. On parle de Lille. Contre Lille. Non, ce sera un match ouvert. Lille joue très vite les contre-attaques. Ça risque nous aussi du coup d'avoir des espaces. Donc je vois un 3-1 Paris. Drayas, donc, est-ce que tu penses qu'il va aligner l'équipe contre Naples? Dans quelle disposition? Avec qui? Et toi, quel compo tu souhaiterais? Alors bon, déjà pour ce qui est de la disposition, si on regarde le passé récent, il nous a appris que pas nécessairement, hein. Il y a plein de fois où dans le match d'avant et le match, il prenait des risques, il changeait un peu la composition, et il revenait systématiquement dans le match qui comptait au 4-2-3-1. Bon, cette fois j'ai l'impression qu'on est passé à autre chose, j'espère qu'on va passer à autre chose, et je pense que cette fois on risque de voir contre Lille la même équipe qu'on jouera contre Naples. Mais avec Tourelle, il faut toujours se méfier pour cela, et donc on verra. Pour ce qui est de la compo, je tiens à dire, je l'ai écrit avant, alors c'est pas la compo que je pense qu'il mettra, c'est la compo que je souhaiterais. Mais au risque de répéter un peu ce que Basto a dit, Buffon dans les goals, Kehrer, Silva, Marquis en charnière, Di Maria et Meunier sur les ailes, Marco et Rabiot au milieu, là-dessus on n'est pas tout à fait pareil, Ney et Drax en 10 et Kiki en pointe. C'était mon choix 1. Voilà, et voilà, mais c'est pas forcément ce que je pense qu'il mettra, mais c'est ce que j'aimerais voir. Cavani, et donc on a. Il mettra Cavani à la place de Draxler. Je tiens à le dire que c'est exactement ce que j'avais écrit. Enfin, on a donné qu'il mettra Kimpembe et Cavani à la place de Kehrer et Draxler. Et pour ce qui est du prono, encore une fois, pour faire mon original, c'est très gênant de lire après Basto pour ce genre de truc, parce que voilà, on est à domicile, c'est une équipe qui aime le jeu, qui est un peu jeune, un peu naïve, mais qui va ouvrir des espaces, qui va aussi avoir quelques contre-attaques dangereuses, et donc je vois un 3-1. Les perroquets sont de retour. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à faire remarquer à nos chers auditeurs, que je n'ai pas choisi le terme d'inséparable tout à fait par hasard, et que malheureusement, non seulement ils pensent pareil, mais en plus ils sont côte à côte pour faire le podcast. Vous imaginez dans quelle situation je me trouve chaque lundi. On ne se lit pas avant nos podcasts, je tiens à le ça. souligner. Alors moi, bien entendu, je pense que Areola jouera ce match. Je ne le vois pas Tourelle le sortir après ses dernières prestations. On parie une bière? Oui, on parie une bière. Je pense clairement que les jeux sont faits. Areola est le numéro 1 et Buffon est le numéro 2, sauf catastrophe peut-être à Naples. Mais je vois ça pour la fin de saison comme ça. Et ensuite, je pense qu'il jouera effectivement avec une défense à 3. J'espère que Thiago sera rétabli pour pouvoir jouer avec autour de lui Marquinhos et Kimpembe.
Je pense que Kimpembe a quand même un peu plus d'expérience que Kehrer, même si l'évolution actuelle plaiderait plus pour l'Allemand, mais qui est quand même très impulsif et j'ai un peu peur de réactions incontrôlées qu'il pourrait avoir. Au milieu de terrain, et je crois qu'il jouera avec Marco et puis Rabiot. Et il jouera également avec sur les côtés Di Maria en piston et Meunier de l'autre côté. Neymar en 10 et puis devant Mbappé et Cavani. Moi je vois Ce sera sa compo, je pense. Ouais. Je pense que ça sera ça. Sauf Voilà, bah écoutez, encore un podcast supplémentaire ce soir. Tu Oui. nous donnes ton petit prono, Olivier? Et mon prono, eh ben, ça sera, on va essayer de renouer avec les bonnes habitudes prises. Il y aura 3 buts marqués par le PSG. Et comme c'est Areola qui sera dans les buts, il y aura un clean sheet supplémentaire. Donc ça sera un 3-0 pour ce match préparatoire. Nous voilà arrivés au terme de ce podcast qui, je l'espère, vous aura intéressé jusqu'au bout. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'enregistrement de tous les podcasts, articles, dossiers, billets sur notre site leclubpaname.fr. Voilà, encore de beaux matchs en perspective qui nous attendent avec la succession de Lille vendredi, de Naples mardi et de Monaco avec Thierry Henry juste avant la trêve internationale. On sera là pour vous faire vivre tout ça. Bonsoir Drayas. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Bonsoir Basto. Salut à tous. Salut et à très bientôt.